De 1450 à 1650, pendant 2 siècles particulièrement mouvementés, l'Italie aux diverses couleurs, éclatantes toutes, a rayonné au-delà de ses limites propres et sa lumière s'est répandue à travers le monde. Cette lumière, cette diffusion de biens culturels issus de chez elle, se présente comme la marque d'un destin exceptionnel, comme un témoignage qui, par son ampleur, pèse à son vrai poids une histoire multiple dont le détail, vu sur place, en Italie même, ne se saisit pas aisément tant il a été divers. Voir l'Italie, les Italies, de loin, c'est rassembler en un faisceau unique une histoire fragmentée entre trop de récits, entre trop d'États et d'États-villes. Finalement, c'est dresser un bilan inhabituel qui est une sorte d'opération de vérité, en tout cas, une façon particulière de comprendre la grandeur italienne et ainsi de mieux lui rendre justice. Fernand Braudel, qui est l'auteur de ce texte, fut sans doute un des plus grands historiens du XXe siècle. Il est décédé en 1985. Il avait régné sur ce que l'on a appelé l'école des annales depuis la mort de Lucien Febvre en 1956, et il est l'auteur d'une œuvre considérable. En particulier, il publie à la fin des années 40 son maître livre « La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II », qui sera à l'origine de son élection au Collège de France. Il publiera ensuite un autre ouvrage tout à fait important. Il s'agit de Civilisation matérielle, économie et capitalisme, 15e-18e siècle, publié chez Armand Collin en 1979, en 3 volumes. Et enfin, il publiera, peu de temps avant son décès, les premiers volumes de l'identité de la France. Il s'agit d'une œuvre qui est restée inachevée vu le décès donc de ce grand historien. Aujourd'hui, j'aimerais lire un texte particulièrement éclairant, qui porte sur la grandeur et la décadence italienne du XVe au XVIIe siècle. Ce texte a été publié pour la première fois en 1889 chez Artaud. Les lignes qui suivent sont sans doute les plus discutables du volume que je publie maintenant. Il s'agit donc du modèle italien qui a été réédité chez Flammarion dans la petite collection Chant en 1994. Ces lignes essayent de dégager une problématique pour les grandes questions que nous avons abordées. Elles voudraient les enfermer dans un modèle valable de la grandeur et de la décadence italienne du XVe au XVIIe siècle. Ce modèle, bien entendu, nous imposera de descendre au-delà de 1650, de remonter en deçà de 1450, et même de chercher hors d'Italie les comparaisons indispensables. Le plus difficile sera encore de ne pas trop répéter les arguments déjà mis en avant, mais ils comptent. Les historiens d'aujourd'hui sont familiarisés avec les courbes. Or, aucune courbe, quelle que soit l'adresse du programmateur, ne pourrait résulter d'un traitement systématique des données qualitatives et quantitatives que nous possédons. D'ailleurs,
Quels indicateurs faudrait-il retenir pour mesurer la grandeur ou la non-grandeur, mot beaucoup trop imprécis pour être confronté tout de go aux mathématiques? Reste à imaginer une pareille courbe. Démarche utile peut-être, à condition d'y voir seulement une façon de rechercher un certain langage et une certaine logique, qui ne font au mieux que ressembler à une évidence. Après tout, ce discours ne ferait-il qu'en effacer quelques autres, tout aussi gratuits qu'il aurait son utilité. La courbe impossible à tracer, et que je suppose tracée sans plus, commencerait vers 1100. Elle se terminerait vers 1650. Entre ce commencement et cette fin, il faudrait imaginer non pas un, mais deux sommets au moins. Je propose 1350 et 1595. Date discutable, mais sûrement la courbe ne peut pas être simple. Avec un sommet unique, à mi-course, comme il se devrait, quelque chose comme une courbe symétrique de Gauss. Entre 1350 et 1595, un point bas se situerait assez bien vers 1450 ou même 1500. Autant constater qu'une crise longue se retrouve en Italie durant le siècle même, 1350, 1450, où elle se produit, violente, insistante, dramatique, à travers l'Europe entière, une crise qui ajoute aux épidémies dévastatrices, la peste noire, et aux guerres, des régressions économiques longues. L'Italie n'a pas échappé à ce reflux. Dans le Décaméron, Boccace et ses amis se sont réfugiés dans une villa de la campagne florentine pour fuir les contaminations de la cité. Mais l'Italie, mieux défendue par sa richesse, ses techniques accumulées, sa déféodalisation largement accomplie durant le XIIe et le XIIIe siècle, résiste mieux que l'Europe à cette accumulation de malheurs. Il n'y a donc pas, pour elle, perte de sa supériorité relative. Et c'est ce qui compte. Donc, deux sommets. Et aussitôt une discussion s'engage qu'on peut poursuivre à perdre haleine. À supposer, en effet, que nos sommets soient judicieusement choisis. 1350 se place-t-il à un niveau plus haut ou plus bas ou identique par rapport à 1595? Certains historiens, et notamment Pierre Chonu, ont pris l'habitude de dire que le XVIe siècle, Lato Sensu, 1450-1650, est récupération en même temps qu'essor. Sans doute ont-ils raison. Mais je les crois obnubilés par les indications assez sûres que nous offrent les progrès de l'histoire démographique. 1350 est probablement à la hauteur de 1550 ou 1575, si l'on songe au niveau de la population européenne. Et ce qui est vrai de ce point de vue pour l'Europe, l'est pour l'Italie. Mais la démographie n'est pas tout. La domination mondiale, qui passe à la Hollande puis à l'Angleterre, va, en l'occurrence, à des peuples peu nombreux, l'un comme l'autre. 2 millions d'habitants en Hollande, 5 millions en Angleterre vers 1600. La grandeur, c'est au vrai ce surplus de richesse dont on voit les éclats et la présence en Italie pendant si longtemps. C'est ce qui s'ajoute à la vie de tous les jours, à une économie de base. Non pas une masse fantastique de biens, je le répète, mais des vaisseaux qui viennent du Levant ou des Indes, des commerces précieux, poivre, épices, soie, des industries de luxe, des apports d'or et d'argent. Entre 1500 et 1650, 160 tonnes d'or, 18 000 tonnes de métal blanc. C'est là, selon les enregistrements officiels, tout le tribut des mines d'Amérique à l'Espagne et au-delà à l'Europe. On en connaît pourtant les effets. Dans ces conditions, si l'on pense à la montée en flèche de la production, au gonflement des circulations monétaires, à l'agrandissement du monde,
qui pourrait soutenir que 1595 n'est pas au-dessus de 1350? Et tout accompagne cette supériorité. L'épaisseur des trafics, la puissance de l'État, la science qui va connaître bientôt sa première mutation. L'erreur serait de penser, en tout cas, que la décadence est une sorte de retour au niveau du départ. L'Italie de 1650, ce n'est pas l'Italie des premiers essors de Venise ou d'Amalfi. Je ne la vois pas forcément, et en tout, inférieure à l'Italie du XIVe siècle, si brillante qu'était cette dernière. Tout le monde pensera que la France du roi Soleil était plus grande que la France du général de Gaulle, mais cette France inférieure est de 2 à 3 fois plus peuplée, et je ne sais combien de fois plus riche que celle du roi Soleil. La grandeur, au sens qu'a ce mot dans nos explications d'historiens, se mesure toujours aux grandeurs des autres. Elle n'est grandeur que si elle surpasse autrui. L'Angleterre d'aujourd'hui est plus belle, ce qui n'est pas trop difficile, plus équitable, et cependant moins grande que l'Angleterre de la reine Victoria. Moins grande même si, en juin 1940, elle a sauvé le monde, moins grande parce que la Seconde Guerre mondiale, précisément, a achevé d'affirmer la surpuissance des États-Unis, de l'URSS, des États au corps épais, en attendant la montée inévitable de la Chine. Derrière la courbe de l'Italie, il faut donc imaginer celle de Byzance, celle de l'islam, celle du monde occidental. Si l'Italie émerge, affirme sa grandeur, c'est que Byzance s'effondre, capitale bientôt sans chair vivante qui la nourrisse. C'est que l'islam perd la Méditerranée en son entier, ou peu s'en faut. Si l'Italie décline, ce que les courbes mêlées de l'Occident, hors de la péninsule, ne cessent de monter. L'Italie suit, mais ne surpasse, il ne contrôle plus le mouvement. Elle décline parce que la Hollande monte. En somme, le grand jeu n'est pas entièrement, mais il est substantiellement extérieur. C'est autrui qui supporte, accepte ou brise notre grandeur. Notre faute, si faute il y a, est alors à partager. La grandeur implique une ouverture sur le dehors. Celle-ci diminue-t-elle, la grandeur s'efface, ou, pour le moins, s'estompe. S'élargit-elle, la grandeur s'affirme. Il est évident que le double problème revient, d'une façon ou d'une autre, à l'étude des moyens par quoi s'exprime, se fonde, dure une domination. Si l'on recourt aux comparaisons possibles avant la révolution industrielle, qui changera les proportions de toute domination, les grandeurs modernes de l'Espagne, de la Hollande, de l'Angleterre, de la France, disent toutes une même et simple chose, à savoir que dans une économie donnée, la Méditerranée plus l'Europe, ou le monde entier de la première modernité, il y a toujours, juste ou injuste, une hiérarchie. Une grandeur, c'est fondamentalement, au bénéfice de tel ou tel partenaire, une asymétrie de l'espace économique où s'étend son action et qui le privilégie, à plus ou moins long terme. Cette règle tendancielle ne vaut pas seulement pour l'histoire occidentale et méditerranéenne, elle veut partout dans le monde des hommes. Il y a eu sur les mêmes bases une grandeur de l'islam, une grandeur de l'Inde, une grandeur de la Chine. Naturellement, les vraies grandeurs durent. Elles ont le temps pour elles. Le temps, étoffe précieuse. Toutefois, les grandeurs éphémères nous enseignent peut-être plus encore que les durables. Elles mettent à nu les ressorts de pareilles entreprises. La France en est un bon exemple. Pour ces historiens, elle ne cesse de mourir pour renaître, de se jeter vers une grandeur qui lui échappe, la meurtrie et la laisse revendicatrice et amère. Puis, une nouvelle occasion surgit, qu'elle guettait en somme, et l'aventure repart en flèche. Tous ces gestes sont comparables entre eux.
Ils s'expliquent l'un par l'autre. Les dominations, si elles durent, atteignent une certaine perfection, non la perfection en soi. Si nous additionnions dans l'abstrait, hors du temps vécu de l'histoire, tous les moyens qu'il serait possible d'imaginer au service de la domination et que nous dotions en esprit de toutes ces armes à la fois un partenaire imaginaire, bien sûr, nous créerions aussitôt un monstre que l'histoire n'a jamais connu, même de loin. Aucun grand n'aura tout possédé à la fois. Chaque grandeur claudique a ses faiblesses, son talon d'Achille. Et ces grandeurs imparfaites nous introduisent au cœur de nos problèmes. Car si toute domination, par la structure de sa réussite, est imparfaite d'entrée de jeu, on s'expliquera mieux que son histoire soit traversée sans fin de troubles, d'inquiétudes, de défaillances, de désordre. Cette imperfection est d'apercer le mystère de ces contretemps répétés toujours à l'œuvre. Ainsi rien que de naturel, si l'Italie de la Renaissance n'offre pas ce ciel sans nuages que lui prêtent les enthousiastes naïfs. La grandeur anglaise, hier, la grandeur américaine sous nos yeux, ont leurs alertes, leurs drames, leurs crises. Qui y nierait ? Les 5 grandeurs européennes entre lesquelles s'engage notre comparaison s'offrent comme un commentaire sans surprise du Sea Power de l'amiral Mahan. Toutes, en effet, s'appuient sur la mer. N'y avoir réussi qu'à moitié a été la constante faiblesse de la France. Elle a l'argent, les hommes, les encadrements guerriers de sa noblesse, des soldats, la volonté politique, les ressources d'un sol privilégié, un État tôt constitué et, tout étant relatif, bien constitué, une politique énergique habile, au moins aussi malhonnête que celle des autres. Au XVIe siècle, elle perd l'Italie, dont elle a tant rêvé, et non pas en 1525 sur les 3 champs de bataille de Pavie, mais 3 ans plus tard, en 1528, quand Andrea Doria abandonne le blocus de Naples et rallie avec ses galères le camp impérial. Sans la marine de Gênes, pas de domination possible pour le trait chrétien, ni en Italie, ni en Méditerranée, et donc pas de grandeur impériale, pas de domination universelle. Au XVIIe siècle, Louis XIV aura été le vaincu de la hougue, 26 mai 1692, bien qu'il dise aussitôt que la nouvelle lui en parvient. 44 de mes vaisseaux en ont battu 90 de mes ennemis. Fin de citation. Et c'est vrai, au demeurant, mais la marine française ne se relèvera de cette soi-disant victoire qui fut pour elle un désastre. Enfin, l'immense épopée des guerres de la Révolution et de l'Empire, ce gaspillage d'un énorme capital, s'évanouira sans profit lors de la bataille de Trafalgar, le 21 novembre 1805. Commencé à 2 heures du matin, terminé à 5 heures du soir. Ainsi, 3 fois au moins, pour des motifs si apparents qu'on ne peut manquer de les apercevoir, la France rate une grandeur à portée de main. Le livre ancien et dramatique d'Émile Bourgeois aura signalé le conflit mortel pour la France entre son destin maritime et son sort continental. Terre et mer d'Europe entourent la France, ce carrefour, cette place publique. Elle ne peut négliger ni les unes ni les autres. Son effort se divise. Dans l'équation anglaise, au contraire, la terre est éliminée du calcul. Pour l'Espagne, l'épreuve est différente, mais non moins instructive. Acceptons qu'elle ait gagné l'Amérique à la loterie, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Elle était, en tout cas, à la hauteur de sa chance. La Castille a organisé ses Indes, et cet Atlantique transversal que Pierre Chaunu s'obstine à appeler l'Atlantique de Séville. Nous connaissons des milliers de bateaux
qu'elle aura fait circuler dans cette zone essentielle des trafics océaniques. Sa faute profonde serait-ce d'avoir en même temps attribué trop d'importance à l'Italie et à la Méditerranée? C'est possible. Elle a triomphé là où gagner était secondaire, à Lépante, en 1571, et perdu, ou commencé à perdre, là où se jouait la partie essentielle, dans l'Atlantique, ou plutôt dans cette double souricière que sont la Manche et la traîtresse mer du Nord, lors de l'invincible Armada en 1588. Je dis commencer à perdre, car en 1597 et en 1601, l'Espagne sera capable encore de lancer contre le Nord 2 autres armadas, que dispersera l'insidieuse tempête septentrionale. Finalement, c'est en 1628 seulement que le coup fatal sera porté à la flotte de la Carrera de Indias, surprise et capturée par la flotte hollandaise de Piet Hein à Matanzas, à la sortie de la Havane. Il reste que, durant plus d'un siècle, 1492-1628, avec ses navires de Biscaye, peut-être les meilleurs du monde et d'Andalousie, plus les gros navires balourds des Flamands et des Hanséates, la Castille aura tenu l'Atlantique moyen. Elle l'aurait mieux tenu encore si la porte des Indes de Castille avait été ouverte d'entrée de jeu à tous les ports actifs de la péninsule, ce qui ne sera fait que tard, trop tard, en 1784. L'Italie et la mer, c'est la même histoire, ou peu s'en faut, la même chanson, sans fin recommencer. La suprématie des marines d'Italie aura duré du XIIe siècle au moins jusqu'aux alentours de 1550, probablement jusque vers 1570. L'incertitude sur ce point final vient de ce que, à la différence des cas français ou espagnols, la puissance maritime italienne ne s'effondre pas dans un désastre retentissant de sa flotte, dûment daté et enregistré par l'histoire générale. En l'occurrence, pas de bataille de la Hougue, pas de bataille de Trafalgar. Et cependant, on n'hésitera guère sur le terme de cette grandeur. Vers 1530, je l'ai dit, les navires de l'Atlantique avaient renoncé au voyage méditerranéen qui leur était devenu familier, des années durant. Mais ils reviennent avec la reprise des années 1570-1575. Et cette fois, s'ils ne submergent et ne brisent pas tout, ils détériorent sans conteste l'ordre ancien. Non, certes, parce qu'ils seraient épaulés par une économie déjà dominatrice. Au vrai, la navigation est un métier de pauvres gens. Et les riches ont tendance à s'en décharger sur d'autres, à recruter des équipages hors de chez eux. Venise, très tôt, va les chercher en Dalmatie ou dans les îles grecques. Gênes, de bonne heure, aura fait la fortune des gros voiliers ragusiens, finançant leurs voyages, achetant des carats pour participer au gain de leur voyage et orienter à son gré les 10 voyages. L'âge d'or des flottes marchandes ragusaines, comme par hasard, correspond aux années 1530-1573 ou 1575, lorsque les bateaux du Nord sont absents de Méditerranée. Les conséquences sont prévisibles. Avec la seconde moitié du siècle, on voit décroître régulièrement le tonnage de la flotte vénitienne, sinon le trafic de son port, et à relève de ses navires et de ses équipages. Et l'exemple est significatif. Les gens du Nord utilisent des navires mieux construits, d'un prix de revient moindre, plus résistants, avec de meilleures vitesses de croisière, une défense en cas d'attaque plus sûre. Enfin, ils piratent à l'occasion. Les Catalans un peu, les Marseillais beaucoup, participent à cette conquête prolétarienne de la mer. Même la flotte des corsaires algérois devient nordique. L'histoire de la grandeur hollandaise reproduit le même schéma, et nous l'avons déjà présenté. La réussite première, c'est la conquête du chemin de la mer, de la Baltique à la péninsule ibérique, à Lisbonne et à Séville.
Elle est accomplie dès 1530, donc 60 ans avant le voyage de Cornelius Houtman, un siècle avant la rencontre de Matanzas. L'escale hollandaise, à ses débuts, ressemble trait pour trait à ce qu'avait été, à partir du XIe siècle, la très lente montée des navires marins et villes combatives d'Italie. À l'origine des aventures italiennes se situe l'effort analogue de bateaux plus agiles, plus efficaces, d'équipages plus pauvres que les autres. Cette Méditerranée des Xe et XIe siècles, voyons-la, par surcroît, primitive, élémentaire. Comme au temps d'Hésiode, chacun peut, du jour au lendemain, y courir l'aventure. Ces musulmans d'un faubourg de Cordoue, à l'intérieur des terres qui se lancent à l'eau, au Xe siècle, vont jusqu'à l'autre bout de la Méditerranée et s'emparent de la Crète. Et quel mal aura Byzance, par la suite, pour récupérer l'île? Les marins italiens de ces lointains temps sont eux aussi à l'occasion des aventuriers. Leurs randonnées, je les vois à l'image future de celles des rudes marins américains du XVIIIe siècle, harponneurs de baleines, exportateurs de farine, de bois et de rhum, et qui vont jusqu'au nord du Pacifique ou en Chine, dans des bâtiments médiocres, sous de rhum, sales à faire peur, naviguant sans boussole, et cette navigation primitive à une date tardive oblige à réviser bien des explications, trop simples et classiques, de l'histoire maritime. Mais l'aventure américaine du XVIIIe et du premier XIXe siècle tournera court. La navigation à vapeur lui cassera les reins, au bénéfice du steamer anglais qui reconquiert l'Atlantique au-delà de 1840, victoire silencieuse dont l'histoire générale parle assez peu. Bref, il semble y avoir, en règle générale, au début des essors maritimes, une phase prolétarienne. Puis vient la richesse, pour laquelle Venise a inventé ou repris le proverbe que le marin, comme le poisson, pourrit la tête hors de l'eau. Alors, il n'y a plus qu'à passer la main, à plus pauvre que soi. Toute grandeur suppose un espace dominé, le dehors, plus vaste que l'espace privilégié qui lui appartient en propre, le dedans. Bref, toute grandeur implique un surplus d'espace. Pour l'Espagne, en simplifiant son destin, ce furent l'Atlantique médian et les Amériques. L'océan mal tenu bientôt, plus le continent américain et les îles océaniques, tenus avec l'âpreté d'un peuple de paysans. En ses possessions terriennes, l'espagnol a été indéracinable. Gênes et Venise ont pareillement tenu les espaces méditerranéens nécessaires à leur grandeur, par la force ou par le biais des colonies marchandes. Cet espace ne leur a échappé qu'à partir de 1553, avec la poussée turque, mais pas d'un seul coup. Et le renforcement de colonies marchandes à l'ouest, grâce aux flux qui gagnent le Nouveau Monde et l'Extrême-Orient, a compensé les pertes cruelles subies dans le Levant, compensation d'argent, non d'espace. Bien sûr, la vieille explication géographique du changement des routes mondiales se représente ici. Nous ne l'avions mise hors jeu que pour la durée du XVIe siècle. Au XVIIe, on ne peut douter que l'espace mondial, dans la forme qu'il a prise, ne porte un énorme préjudice, voire un coup mortel, à l'espace méditerranéen qui enveloppe l'Italie. Mais il serait sûrement faux que le jeu d'un espace contre un autre soit un simple effet de physique. L'espace qui agit, ce sont des hommes. Ce n'est pas la victoire mondiale de l'Atlantique qui ruine la mer intérieure, ou du moins la déclasse, mais la saisie des possibilités d'une économie mondiale par les Provinces-Unies, soit une œuvre humaine. Ce que l'homme réussissait dans le Nord, ne pouvait-il le réussir dans le Sud? Les Génois n'ont-ils pas, à leur façon, et pour un temps,
dominer les trafics atlantiques de l'Espagne. Werner Sombart a vu le problème dans son livre Les Juifs et la vie économique, où il présuppose que ce changement a été lié au déplacement des chaînes et réseaux de marchands juifs. Mais n'est-ce pas plutôt la réussite d'Amsterdam qui a attiré les Juifs à elle? Toutefois, Werner Sombart a raison de dire que, pour l'exploitation de l'économie qui s'esquisse à l'échelle mondiale du XVIIe siècle, Gênes est aussi bien située sur la carte des distances que Hambourg, Londres, Anvers ou Amsterdam. Hier, avant l'âge de l'avion, les voyageurs pour l'Amérique du Sud préféraient s'embarquer à Gênes ou à Marseille, plutôt qu'à Hambourg, au Havre ou même à Bordeaux. Soit, mais il aurait fallu pouvoir tenir ces lignes mondiales. La position efficace pour une action de cet ordre est généralement ambiguë, à la jointure d'un espace lointain et d'un espace proche. Amsterdam ne vaut que par les courants à faible distance qui la lient à la Baltique, à l'Angleterre, à l'Allemagne, à la Pologne, à la Moscovie, à la France, au Portugal, à l'Espagne. C'est pour être revendu que les marchandises arrivent dans ces entrepôts. L'espace proche de Gênes vaut-il cet arc maritime tracé de Gibraltar à Kronstadt? J'en doute, bien que, par Cadix, l'Italie reste solidement amarrée à l'Espagne et, au-delà, à l'Amérique. Il est une autre forme de grandeur, celle-là liée à l'espace proche. La France du XVIe siècle, par exemple, est encore à cette époque un vaste espace. Tout s'y loge sans l'occuper en son entier. Ni la guerre de Cent Ans, ni les guerres de religion ne la submergent d'un seul coup. Et les guerres extérieures y restent périphériques. L'ennemi n'y pousse que des pointes. Même lorsqu'il atteint Marseille, 1536, Meaux, 1544, Amiens, 1596, Corbie, Saint-Jean-de-Losne, 1636, Cambrai, Douai, 1712. Je me suis toujours imaginé la France des guerres de religion sur le modèle de la Chine au temps de ses généraux, vers 1930. Une immensité où disparaissent les courriers, les voyageurs, les troupes d'armée. De Paris à Marseille, il fallait de 10 à 15 jours au temps de Louis XIV. L'Italie entière est vaste, elle aussi. Mais elle se traverse avec une certaine aisance. Elle est ouverte à autrui. Et bien avant les guerres d'Italie. Entrer en Italie, c'est en effet ouvrir des portes, mais l'une après l'autre. La difficulté est divisée à l'avance. La péninsule est d'ailleurs habituée à ces visites. Il y a eu déjà des guerres d'Italie au temps des Barbe-Rouges, de Frédéric II, des Angevins, des Aragonais. Mais les villes dominantes et qui se croient seules au monde se sont longtemps senties à l'abri, derrière leurs fortifications, jusqu'au moment où le canon a été capable d'enfoncer leurs portes. Les Provinces-Unies, direz-vous, sont plus petites encore. Mais en 1672, si les digues ne s'étaient pas ouvertes à temps, que serait devenu Amsterdam dans les mains d'une armée française efficace? Le miracle est l'exception qui confirme la règle. Quant à l'Angleterre, sa taille de guêpe est compensée par la mer qui élargit l'espace autour d'elle, par quoi elle respire et se défend. N'empêche que, dans le monde d'aujourd'hui où les pays épais font prime sur les autres, beaucoup plus qu'hier, c'est bien sa taille qui la condamne. Toute grandeur s'exerce par un système d'action et de vigilance, soit un système économique, plus un système politique. Pour être efficace, il faut que ces systèmes s'accrochent, se coordonnent,
comme moyen de production, organe de décision, intermédiaire, institution, but privilégié à poursuivre, forment un tout cohérent. Qu'il y ait déjà, en ces siècles que nous étudions, un ordre capitaliste, efficace. Les mots de capitaliste et de capitalisme, anachroniques comme chacun le sait, le dernier surtout, sont pour l'historien des outils commodes qui situent instantanément les débats. Si indispensable qu'on les retrouve sous la plume d'historiens connus pour en jeter violemment l'ambiguïté. Ma foi, ils leur ont échappé. Mais pourquoi ne pas les accepter simplement? Chacun sachant, cela va de soi depuis la révolution industrielle, qu'il y a eu capitalisme et capitalisme. À nos yeux, un certain capitalisme se situe au cœur de toute montée dominatrice des temps modernes et, forcément, de tout processus de décadence. De ce dernier point de vue, comment les choses sont-elles organisées en Italie à l'heure du repli ou même avant ce repli? À Venise, où le hasard des sources nous renseigne curieusement, la place vers 1605 est dominée par les Florentins, eux surtout, propriétaires de maisons, et par les Génois, maîtres des changes, du commerce de l'argent, le métal blanc, et des assurances maritimes. Les Florentins semblent mieux installés encore que les Génois. Il y aura d'ailleurs, avec la rupture des foires de Plaisance en 1621 et les pertes entraînées à Venise, une réaction contre les Génois. En tout cas, ici, s'aperçoit l'image nette de jeux capitalistes entre les différentes Italies actives. Les unes gagnent, les autres perdent. Mais le jeu ne nous est pas connu parfaitement. On dirait, pour esquisser un schéma de départ, que les prêteurs juifs sont au rez-de-chaussée de la vie quotidienne. Les Florentins à l'étage des affaires moyennes, soit de l'économie prudente. Les Génois tout en haut, sur la plus étroite et périlleuse plateforme capitaliste. Si ces remarques sont exactes, les patriciens de Venise, à la recherche d'une compensation au moment de la chute des bénéfices commerciaux, se sont trouvés en face de positions occupées par d'autres et rejetées vers l'exploitation de la terre. Mais peut-être n'avaient-ils pas besoin d'être trop poussés dans cette direction? Naturellement, s'agissant de la décadence italienne, tout éclairage nous intéresserait sur l'implantation du capitalisme étranger, sur ce découronnement lent des systèmes dominants de la péninsule par l'argent hollandais ou anglais. Les Hollandais semblent avoir touché tôt Venise, Naples et surtout Livourne, dont les marchands ne sont, à dire d'experts, encore en 1720, que des commissaires, rien de plus. L'argent anglais semble avoir préféré la place de Gênes, où les premières maisons anglaises s'installeraient vers 1640. Felipe Ruiz Martin se demande même si l'argent que Gênes continue à prêter au roi catholique après 1627 ne serait pas de l'argent anglais camouflé. Mais ces dessous financiers sont soupçonnés plus encore que connus. Et quel a été le chemin de cette intrusion étrangère? Elle n'est pas arrivée aussitôt, en tout cas, par les hauts chemins de la banque et du crédit. Anglais et Hollandais ont attaqué le système italien à sa base, par leurs transporteurs, leurs marchands, leurs produits industriels, leurs marchandises indispensables, de l'étain de Cornouailles, du plomb, des cuirs de Russie, jusqu'aux barils de hareng. Ces attaques ou ces services ont d'ailleurs été souvent le fait d'Italiens émigrés, protestant quelquefois, souvent des marchands installés en Angleterre ou à Amsterdam. On pourrait les repérer par les correspondances marchandes que nous possédons. Le système économique des villes italiennes s'est peu à peu désorganisé. Peut-être conviendrait-il mieux de dire désarticulé. Une économie, c'est un tout. Depuis ses premières prises, au ras du marché, à partir des activités les plus humbles, jusqu'aux spéculations les plus osées des spécialistes d'échange de Besançon, tout est lié.
Alors qu'il y ait dans tel secteur une faiblesse ou une accélération, l'impulsion positive ou négative se répercute. En Espagne, le repli de l'agriculture où bourgeois et nobles n'investissent plus ouvre le marché national au blé étranger, celui de la Baltique, contrôlé par Amsterdam, comble d'ironie. En Italie, c'est l'inverse. L'argent des patriciens marchands, à Venise comme à Florence, et plus naturellement encore autour de Naples, reflue vers les investissements fonciers. Il s'ensuit des tensions sociales. Le monde paysan se trouve ramené à un ordre strict. Mais il y a monté la productivité de la production. L'Italie mange désormais son pain. Ce faisant, elle n'a plus la même nécessité impérieuse d'exporter vers le Dore, où ses produits fabriqués ou son argent comptant. Est-ce une chance? Une chance de vie? Oui, sans doute. J'aurais préféré vivre en Toscane plutôt que dans l'Espagne de Philippe IV, ou même plus tard dans la France de Louis XIV. En revanche, ce qui se désorganise, c'est la marine. L'Italie perd une partie des bénéfices du fret, et d'une façon ou de l'autre, elle doit payer les transporteurs étrangers. D'ailleurs, la tactique de ces derniers est assez simple. Ils essayent d'inclure dans leur circuit ou Gênes, ou Livourne, ou Naples, et d'en repartir avec du comptant. Après avoir vendu barils de harengs salés, rosettes de cuivre, pain de plomb ou d'étain. Les pièces de monnaie embarquées, la bonne opération, c'est d'aller charger aux îles du Levant, les ouées passées, ou les barriques de vin de Malvoisie, ou mieux encore, toucher à la Syrie ou à l'Égypte, et revenir avec de la soie, des épices, des drogues, du coton. Ce commerce va se restreindre sans doute, mais il restera, après 1620, un commerce à haut profit. Il faut compter, en effet, sur la constante montée des prix à mesure que les cargaisons se rapprochent de l'Occident. Naturellement, en sens inverse, les produits manufacturés jouent leur rôle. Les draps anglais, les Carré des documents italiens, sont en Méditerranée dès avant le XVIe siècle. Non seulement ils s'écoulent en Italie, mais ils se réexportent vers les Balkans et l'Asie. Et ils gagnent en masse la Méditerranée, soit par terre, soit à partir des Pays-Bas ou de Hambourg, par les routes bien organisées d'Allemagne et même de France, soit par les routes faciles de la mer. En Méditerranée, les trafics nordiques ont ainsi pris le relais des Italiens. L'Italie marchande a toujours, en effet, dès les foires de Champagne, pris d'une main pour revendre de l'autre. C'est aussi la raison de l'association précoce de ces villes actives, Gênes, Milan, Venise, Florence, avec l'Allemagne, les produits de l'industrie allemande cherchant le débouché de la mer intérieure. Venise pratique, avec Ravensburg, Ulm, Ratisbonne, Augsbourg, ouvrait à l'échelle de vastes régions, l'association typique du marchand et de l'artisan. Ce n'est, en effet, que par poussées successives, coupées de pauses ou de replis, que l'industrie anime les villes italiennes. Il y a eu aussi à Venise des éclipses de l'arte della seta ou de l'arte della lana. Ce dernier a connu en revanche un renouveau d'arrière-saison entre 1580 et 1610, suivi d'une chute à la verticale. L'exemple ne fait que grossir la règle. C'est le propre de l'industrie que d'être vagabonde. Elle pousse ici, puis là, puis plus loin. Vers 1650, l'industrie de la soie abandonne presque d'un seul coup le sud de l'Italie pour le nord. Au XVIIe siècle, un peu plus tôt, un peu plus tard, toutes les autres industries italiennes, ou peu s'en faut, tomberont en sommeil. La montée des prix, la hausse des salaires font leur œuvre. Les artisans ne peuvent plus vivre dans les villes. Les artis, qui maintiennent de hauts salaires, rendent l'artisanat
non compétitifs à l'extérieur. Le repli artisanal sur les campagnes n'y entraîne pas une poussée de vie industrielle comparable à ce qui se passe en France ou en Angleterre. Donc, les métiers s'arrêtent. Le bilan de ces ralentissements et de ces chutes a été souvent étudié. Il pourrait l'être mieux encore, mais les résultats généraux sont acquis déjà. Il y a eu, coup sur coup, en Italie, une longue crise catastrophique des transports, une longue crise catastrophique de l'industrie. Restaient les admirables structures du crédit. Les banques urbaines s'étaient multipliées avec la fin du XVIe siècle, laissant entre elles une place assez large aux entreprises du crédit privé. En fait, dans le repli général, le crédit, le capitalisme financier bancaire eurent la vie dure. À Gênes, le jeu se poursuit au moins jusqu'en 1627, même au-delà. Mais c'est l'avantage de l'Italie. Ce crédit détaché de la vie économique normale de la péninsule sert à manipuler l'argent du roi catholique. Mais il n'en entraîne pas moins, dans son mouvement devenu comme naturel, l'argent des Génois eux-mêmes, des spéculateurs, des rentiers, des aristocrates qui se laissent tenter par les intérêts offerts, 8 à 10% par an, en comptant les reports de foire en foire à 2 ou 2,5%. Il se passe là ce qui se passera pour l'argent des épargnants français au temps de la Troisième République. Ils quittent les circuits nationaux pour s'investir, au hasard des offres, dans les emprunts des gouvernements étrangers, y compris ceux du gouvernement russe. C'est aussi, mutatis mutandis, ce qui se passe dans la Hollande du XVIIIe siècle. Alors, la place d'Amsterdam devient par excellence le centre des emprunts, la bourse des titres étrangers. Les Hollandais ne détiendraient-ils pas entre le tiers et le cinquième des titres d'emprunt du gouvernement anglais? Ils prêteront à tous les gouvernements, aussi bien l'électeur de Saxe qui veut devenir roi de Pologne qu'à Catherine II ou à Louis XVI. Cela dit, supposez que l'Italie, qui, en 1600, n'avait pas encore perdu la partie, puisse bénéficier par une sorte de miracle des conseils d'un économiste d'aujourd'hui, doublé d'un historien, et que celui-ci ait à proposer des remèdes, voire un plan. Bien sûr, il ne s'en sortirait pas. Entre ses avertissements, ses exigences, ses conseils répétés, la situation telle que la voyaient alors ces hommes responsables et qui se croyaient responsables, l'écart serait fantastique, infranchissable. Le médecin ferait rire aux éclats le malade, qui de toute évidence ne se considère pas comme atteint dans sa santé. Quelle politique autoritaire, en effet, aurait pu rejeter les patriciens vénitiens vers la mer, alors qu'ils gagnaient 100% à mener leurs exploitations agricoles, contre 10 à 15%, risque non compris, à équiper des naves pour la Syrie ou l'Égypte. À Gênes, casser les chevaux maudit des asientos, mais ce serait se priver du métal blanc. Subir une très grosse perte, car si un asientos est généralement remboursé par un autre asientos, dans une chasse rarement récompensée, au finiquito. Autant demander à ces richissimes personnages de faire banqueroute. Et qui aurait pu expliquer aux princes et républiques d'Italie et aux Espagnols eux-mêmes, intéressés en l'occurrence, qu'ils devaient travailler à l'unité politique de la péninsule, à un marché commun, au nom des avantages de la dite péninsule. La lucidité à long terme n'est pas le propre des hommes politiques, et moins encore des hommes d'affaires. Et le plus important reste encore à dire. J'ai gardé le souvenir d'une conversation mélancolique en 1945 avec Georges Lefebvre, l'historien de la Révolution française. Il me disait en substance: « On a toujours prétendu que puissance et culture, entendez culture rayonnée, nous parlons du rayonnement éventuel de la France, étaient des phénomènes indépendants l'un de l'autre. L'Allemagne du début du XIXe siècle rayonne, disait-on, et elle est divisée, traversée par le soldat français, contrôlée ensuite par Metternich. En vérité, puissance et rayonnement culturel sont les deux faces d'un même phénomène. »
Je n'en suis pas aussi sûr que mon illustre interlocuteur, avec qui d'ailleurs je discutais ce jour-là à bâton rompu dans un couloir de la Sorbonne. Je n'en suis pas aussi sûr. Le rayonnement culturel, dans le cas de l'Espagne du siècle d'or, c'est un phénomène d'arrière-saison. Le rayonnement de la France, sans remonter au secolo senza Roma, n'obéit-il pas à une règle analogue? Chaque fois, il suit les ratages de la politique. En 1529, à peine 14 ans après Marignan, les jeux sont faits, vu les fautes de François Ier et les invraisemblables chances des Habsbourg. Or, c'est alors que jaillit la Renaissance française, car il y a eu une Renaissance française. Après les grandes guerres de Louis XIV, autre échec retentissant, il y a la France des Lumières. Le grand siècle, je veux dire le XVIIIe siècle, le mot est de Michelet. Après 1815, voilà le romantisme. Après 1919 et l'échec d'une paix française, cet épuisement où la victoire laissait la France, c'est un épanouissement littéraire, artistique et scientifique que nous ne connaissions plus depuis longtemps. Pensant à la Grèce, à la chouette, symbole d'Athènes et de son rayonnement, Léon Branchevik aimait à dire « L'oiseau d'Athéna qui, malheureusement, s'envole à la tombée de la nuit ». À tort ou à raison, il me semble que la tombée d'une certaine nuit précède, commande d'ordinaire, toute grandeur culturelle. C'est la chute qui provoque cette multiplicité de lueurs. La France a été privilégiée de ce point de vue. Dans ce sens, la nuit, une certaine nuit, est tombée 2 fois du moins sur l'Italie, aux environs de 1450, aux environs de 1600.